Merci Elsa. Nos deux invités aujourd'hui, Adi Karmi, ancien officier supérieur du Shabak, le renseignement intérieur israélien, et Emmanuel Roche, ancien officier supérieur du ministère de la Défense, aujourd'hui expert en sécurité. Adi, je me tourne vers vous. Comment être certain, et le Shabak en est certain, que c'est le Hamas qui pilote et qui planifie ces manifestations? Comme tout le monde le sait très bien, l'État d'Israël a quitté la bande de Gaza en 2005. Et pourtant, quand on continue à suivre exactement ce qui se passe avec tous les moyens de renseignement que nous avons depuis Israël. Et nous pouvons dire de manière claire et définitive et absolue que c'est le Hamas, organisme terroriste, qui envoie sur la frontière des terroristes, des attaquants avec des armes, des munitions, couverts par des boucliers humains, femmes et enfants. Tout cela pour que vous puissiez avoir des images qui vous montrent que c'est quelque chose de totalement innocent alors que c'est couvert par une organisation terroriste. Pendant toute l'année, nous récoltons des renseignements et cette semaine aussi, la bande de Gaza, au lieu de s'occuper d'économie, d'éducation, de se construire pour permettre la vie civile, ne fait que construire des ateliers, pour construire des munitions, pour importer des missiles et des munitions pour attaquer Israël par des attaques terroristes. Pendant 2018, il y a déjà eu plus de 100 attaques qui ont été empêchées contre l'État d'Israël. Je vous parle de tirs, de bombes, d'attaques suicides. Et ce que nous voyons aujourd'hui sur la barrière de sécurité, c'est du spectacle. Ce que nous voyons ces derniers jours, au-delà des renseignements que nous avons par la collecte d'informations en Israël, nous avons arrêté aussi des activistes du Hamas sur la barrière qui, pendant leur interrogatoire, nous montrent et nous parlent du fait qu'on les oblige à se rendre sur la barrière. Comment est-ce qu'on utilise des personnes innocentes pour être des boucliers humains? Et parmi toutes ces personnes, nous trouvons des gens qui sont des terroristes avec des bombes, avec des munitions. Leur objectif, c'est d'envoyer beaucoup de personnes pour en fait faire tomber cette barrière, pour permettre de faire pénétrer des terroristes sur le territoire israélien et attaquer les soldats de Tsahal. Je peux vous dire avec certitude absolue, et cela a été dit aussi par le service de renseignement et par l'armée, que la majorité des personnes qui ont été tuées lors du premier jour des émeutes étaient des terroristes qui étaient armés, et on peut vous dire qu'ils étaient des activistes ou du djihad islamiste ou du Hamas. Et en fait, la responsabilité pleine, entière et absolue de ces événements, c'est celle du Hamas qui est aujourd'hui souverain à Gaza. Vous dites la moitié des terroristes la moitié des tués étaient des terroristes. Quid de la deuxième partie? Pourquoi des civils ont été tués? Écoutez, l'État d'Israël fait tout ce qui est possible pour ne pas porter atteinte à des personnes qui ne sont pas impliquées. Mais à partir du moment où ils arrivent sur la barrière et essaient de la traverser, alors que nous ne pouvons pas savoir qui est armé, qui porte des ceintures d'explosifs, qui ne le fait pas, eh bien, et quand on sait qu'ils veulent attaquer les infrastructures israéliennes et les civils israéliens, notre devoir est de les arrêter. Notre intention n'est pas de tuer ou de porter atteinte à des civils innocents, mais aujourd'hui, il n'y a pas de civils innocents qui arrivent sur cette barrière. Ce sont des provocations envoyées par le Hamas. Et ce que nous voyons ici, c'est une organisation terroriste qui a le contrôle de manière, dans une main de fer, contre la population. Et au lieu de créer l'espoir, il crée le terrorisme et les ramène en arrière. Nous pouvons voir qu'au fil des années, le Hamas mène la bande de Gaza vers la catastrophe. On ne peut pas aujourd'hui reprocher à l'État d'Israël quoi que ce soit à ce propos. Nous sommes au-delà de la bande de Gaza. Nous sommes dans notre pays, ils sont sur leur propre territoire, avec une frontière, et je suis sûr que s'ils essaient de s'occuper d'économie, s'ils essayaient de s'occuper d'infrastructures, s'ils décidaient de faire un avenir meilleur pour leurs citoyens, une petite étincelle comme celle-là, Israël ferait tout son possible pour les aider aussi. On dit dans la région de Tfaddal. Emmanuel, j'aimerais parler avec vous de cette réaction de la communauté internationale qui parle de massacre, qui parle de crimes contre l'humanité. La France a condamné fermement ce qui s'est passé dans la bande de Gaza. Est-ce que vous comprenez ces mots utilisés? Je ne comprends absolument pas les mots, parce que crime contre l'humanité, on sait ce que c'était. Et c'est une expression qui est dévoyée, qui est employée à tout moment depuis des années, ce qui est pathétique. De mon point de vue, je peux que rejoindre ce qui vient d'être dit, c'est qu'en fait Israël défend sa frontière. Maintenant, les images sont désastreuses pour Israël, pour son image auprès du monde entier.
61 morts, je crois, aujourd'hui, quelque chose comme ça. Ça va continuer, malheureusement, puisque je reviens, je suis toujours d'accord avec ce qui vient d'être dit. Que les images soient désastreuses ou pas, ce qui se passe, c'est qu'il y a un risque de pénétration de la frontière, parce que maintenant c'est une frontière. Et si les gens passeront des terroristes, et passeront de nouveau les attentats et de nouveau les années noires qu'on a pu connaître. En 2003, si je ne me trompe pas, la France était gérée une manifestation à Abidjan. Il y a eu 63 morts. À l'époque, la France a invoqué le droit de légitime défense. Ici, on parle de massacre. Pourquoi ? Ce sont deux discours différents. J'ai des amis qui y étaient d'ailleurs à ce moment-là. Mais c'est la même chose. C'est que quand on met des soldats en armes face à une foule, il va y avoir un drame, obligatoirement. Si la foule ne se retient pas, il va y avoir un drame. Parce que les soldats, au bout d'un moment, ils peuvent être tués non seulement avec des armes, mais ils peuvent être tués à coups de bâton, à coups de pierre, écrasés par une voiture ou avec des couteaux. Et à un moment ou à un autre, il faut bien qu'ils se défendent, ou qu'ils défendent la zone, le point, le périmètre qu'on leur a dit de protéger. C'était à côté d'un hôtel, si je me rappelle bien, à Abidjan. Effectivement, la France a invoqué la légitime défense par la suite. Mais rappelez-vous la levée de bouclier que ça avait été, et à juste titre. Quand on a 60 morts civils, quelque chose ne va pas. Mais c'est la théorie du faible au fort. C'est-à-dire que c'est facile d'envoyer les gosses, les femmes, les jeunes, et allez, vous allez voir, ils vont rien faire. Et puis d'un coup, on se fait tirer dessus. Et en fait, c'est ce que fait le Hamas en ce moment. C'est un coup de pub, c'est de la com. Alors justement, pour parler de cela, j'ai pu m'entretenir avec Richard Camp, ancien colonel et responsable des forces britanniques en Afghanistan. Il était de passage devant la frontière de la bande de Gaza, frontière sur laquelle j'ai travaillé pendant plus de 48 heures. Je vous propose d'écouter cette interview. 300-400 mètres à peine de la frontière avec la bande de Gaza, devant le camp de Jbalia, l'un des plus représentatifs des violences commises par les Palestiniens ces derniers jours. Alors, la presse internationale parle de massacre. Pour en parler justement, j'ai avec moi un invité assez exceptionnel, le colonel Richard Camp, ancien commandant des forces britanniques en Afghanistan. Colonel Richard Camp, Colonel Richard Camp, merci beaucoup d'être avec nous. Quand vous entendez la communauté internationale et les médias parler de massacre de l'autre côté de la frontière, et quel est votre sentiment ? C'est exactement ce que le Hamas veut que disent les gens. La volonté du Hamas, c'est de créer une situation où les soldats de Tsahal se retrouveront obligés de tirer et même parfois de tuer leur propre population. C'est ce qu'ils veulent, que les soulèvements s'organisent contre Israël et que le pays soit montré comme un État criminel et isolé. Voilà leur objectif. Donc le mot massacre n'est pas du tout approprié. Il faudrait parler de meurtre perpétré par le Hamas, pas par Tsahal. Vous avez été commandant des forces spéciales, vous avez déjà vous-même appuyé sur la gâchette. C'est quelque chose qu'on fait non pas parce qu'on le veut, mais parce que c'est nécessaire, j'imagine. Aucun soldat n'appuie sur la gâchette, sauf en cas d'absolue nécessité. Alors bien sûr, il y a des mauvais soldats dans toutes les armées du monde, mais ici, les soldats n'appuient sur la gâchette de leur arme que quand ils y sont contraints, quand la situation l'exige et quand on leur en donne l'ordre. Mais les gens qui font des reproches aux soldats de Tsahal font les mêmes reproches à l'armée britannique. Comme je l'ai déjà dit, il y a parfois de mauvais soldats et des erreurs sont commises, mais dans ce cas précis, on ne parle pas de tir pour le plaisir. On parle de forces de combat professionnelles et disciplinées. Quand vous étiez en Afghanistan, vous étiez à l'intérieur de la ville. Aujourd'hui, le conflit se déroule à une frontière. Est-ce que c'est là la difficulté ? Quand on voit quelqu'un qui tente de franchir la clôture de sécurité, est-ce qu'on doit tirer ? Est-ce que c'est juste un civil ou un terroriste ? C'est le Hamas qui a tout orchestré et son objectif est de déplacer toute la population à la frontière. Certaines personnes présentes à la frontière sont des terroristes du Hamas. Leurs armes ne seront pas forcément mises en évidence pour ne pas montrer qu'ils sont armés, mais ils auront aussi des explosifs. Et dans le lot, il y aura aussi des gens sans armes. Donc l'objectif du Hamas est qu'il y ait le plus de personnes possible à la frontière et une fois la barrière franchie, d'aller dans l'un des villages juifs ou des kibboutz voisins. À ce moment, quand ils seront de l'autre côté de la frontière,
alors ce sera une nouvelle étape où Tsahal sera contraint d'utiliser des forces létales contre eux pour protéger les civils israéliens. Donc c'est une situation très compliquée, mais je pense qu'il faut la gérer dès le début, c'est-à-dire avant qu'ils n'arrivent à la frontière et qu'ils ne représentent une menace immédiate et absolue. C'est la bonne chose à faire, c'est même la seule chose à faire. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, colonel Camp. On l'a bien compris, il s'agit donc ici de prévenir le danger plutôt que de le subir. Hadi Karmi, vous avez été à l'intérieur de la bande de Gaza. Vous avez fait des missions dont on ne peut pas parler toujours à l'antenne. Qu'est-ce que vous avez vu dans les yeux des leaders du Hamas? Quels sont leurs plans? Les dirigeants du Hamas, leur ordre du jour est la destruction de l'État d'Israël. Ça semble peut-être illogique. Les citoyens du monde disent comment est-ce possible que des gens qui vivent dans la bande de Gaza pensent à détruire un pays comme l'État d'Israël. Mais c'est exactement comme ça qu'ils élèvent leurs enfants depuis leur premier jour. Quand vous rentrez dans les classes d'école à Gaza, on ne parle même pas du mot Israël. Les Juifs, il faut les tuer, il faut les massacrer. L'éducation est faite ainsi, qui ne permet aucun dialogue ou quelque façon de ce soit d'arriver à une paix, à un dialogue ou à une situation de non-belligérance. L'État d'Israël aujourd'hui est déployé sur la frontière. Nous n'avons aucun intérêt à rentrer sur la bande de Gaza. Nous ne voulons pas porter atteinte aux habitants de Gaza. Le contraire est vrai. Le ministre de la Défense israélienne l'a dit. S'il y avait une étincelle d'espoir, une possibilité de développer Gaza économiquement, de les aider, évidemment que ce serait possible. Mais aujourd'hui, le Hamas investit dans le terrorisme, dans les tunnels offensifs, dans les missiles qui n'ont aucun autre objectif que de détruire Israël. Et Israël doit se défendre. Il n'y a pas d'autre possibilité. Nous sommes dans un espèce de nœud gordien qui n'a pas de solution pour l'autre côté. Vous avez été, Hadi Karmi, à l'origine de la création de l'aéroport, par exemple, en plein cœur de Gaza. Que s'est-il passé? Pourquoi il n'y a plus d'aéroport? Pourquoi il n'y a plus de liberté de mouvement? Quand l'État d'Israël a fait l'accord de paix, l'accord d'Oslo, ils ont travaillé avec la méthode de la carotte et du bâton. Tant que les Palestiniens suivaient la voie de la paix, de la négociation, du dialogue et pas du terrorisme, eh bien, comme nous l'avons déjà fait, nous leur avons permis d'avoir des canaux de mouvement entre la bande de Gaza et la Judée et Samarie. Nous leur avons permis, en 1995-16, d'avoir un aéroport. Yasser Arafat, le président de l'autorité palestinienne, décollait et atterrissait en avion dans la bande de Gaza. Et à l'époque, nous avions déjà prévenu qu'il était en train de faire de la contrebande d'armes, même à l'époque. Mais il faut simplement changer de mode de pensée. Le Hamas a pris les habitants de la bande de Gaza en otage et il exploite la presse internationale qui est naïve et la presse du monde pour créer une opinion publique négative sur Israël. Israël et les citoyens d'Israël veulent la vie. Ils n'aspirent ni au terrorisme ni au combat. Nous apprenons à nos enfants à aimer les êtres humains et à aimer la paix. Golda Meir disait à l'époque que lorsque les adversaires aimeront leurs enfants plus qu'ils ne nous détestent, eh bien on pourra arriver au dialogue. Et ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Ils sont prêts à sacrifier femmes et enfants pour que des citoyens français, allemands ou hollandais voient les Israéliens tuer des civils. Et c'est une catastrophe pour les habitants de la bande de Gaza, à notre terrible et grand regret. Merci Hadi. Emmanuel, un instant et pour conclure cette émission, sur est-ce que c'est l'ambassade américaine, est-ce que c'est le déplacement de l'ambassade américaine qui a déclenché cet embrasement, et surtout, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de protéger une ambassade lorsqu'elle vient de Tel Aviv à Jérusalem? Alors déclencher l'embrasement, c'était une évidence, parce que Donald Trump a voulu le faire un jour symbolique, le 14 mai. Évidemment, le 14 mai, c'est la fête pour les Israéliens, c'est la Nakba pour les Palestiniens qui estiment que c'était une catastrophe et qui veulent détruire l'État d'Israël. Donc tous les paramètres étaient réunis pour en faire un symbole et pour en faire un sujet d'embrasement. Ça aurait pu être autre chose. Comment on protège une ambassade? Les Américains savent très bien le faire. D'après moi, je n'ai pas trop bien vu encore, mais j'imagine que c'est simplement le transfert de l'ambassadeur et de ses équipes à l'ancien consulat général de Jérusalem.
Habituellement, ce qui m'étonne un peu, c'est pour ça que je ne pensais pas que ça serait si rapide que ça. Les Américains construisent des ambassades selon un modèle, avec A, B, C, grand modèle, petit modèle, moyen modèle. À Tel Aviv, c'était un moyen modèle, mais toutes les ambassades sont faites sous le même modèle. J'imagine qu'ils vont renforcer la sécurité maintenant et le mettre à leurs normes à eux pour que l'ambassade soit protégée. Sachant que le périmètre intérieur chez les Américains est toujours assuré par les US Marines, donc on en voit quelques-uns, des beaux bébés sportifs et bronzés. Et l'extérieur, ce sont des... Alors ici, c'est des compagnies privées, ça peut être la police locale, la gendarmerie locale, qui protègent les extérieurs. Merci Emmanuel Roche, on a bien compris. Adi Karmi, sécurité intérieure, Emmanuel Roche, sécurité extérieure, et les deux se rejoignent toujours pour sécuriser, et c'est le maître mot. Merci messieurs d'avoir été mes invités aujourd'hui dans ce numéro de Défense. Alors,